Laissez l'espace entrer au sein de votre union et que les vents du ciel dansent entre vous. Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une chaîne. Laissez-le plutôt être une mer, dansant entre les rivages de vos âmes. Emplissez chacun la coupe de l'autre, mais ne buvez pas à la même coupe. Donnez à l'autre de votre pain, mais ne mangez pas de la même miche. Chantez et dansez ensemble et soyez joyeux, mais laissez chacun de vous être seul. De même que les cordes du luth sont seules pendant qu'elles vibrent de la même harmonie. Donnez vos cœurs, mais pas à la garde l'un de l'autre, car seule la main de la vie peut contenir vos cœurs. Et tenez-vous ensemble, mais pas trop proches non plus, car les piliers du temple se tiennent à distance. Et le chêne et le cyprès ne croissent pas à l'ombre l'un de l'autre. Khalil Gibran, le prophète. Bienvenue dans Odyssée de la conscience. Je t'invite dans ce podcast à prendre le chemin retour vers ta nature profonde, en embrassant avec amour ton processus graduel, ascensionnel et libérateur. Ensemble, on plonge au cœur d'une humanité ordinaire et simple. Et de cet espace, on découvre cet océan de conscience silencieux qui vibre en nous tous depuis toujours. Le mouvement Odyssée de la conscience est rythmé de récits d'expériences, d'enseignements spirituels, d'échanges élévateurs, de conseils du cœur et de méditation pour activer en toi une perspective élargie du monde et de ton humanité. Je suis Léa, je marche sur un chemin d'éveil, de vérité et de libération depuis mon enfance et te partage les trésors que je redécouvre pas à pas. J'enseigne la méditation de pleine conscience, la méditation vipassana, le reiki et je suis aussi mentor de vie spirituelle. Respire en conscience, sens ton corps dans ta posture. Accepte ton état d'être tel qu'il est ici et maintenant et ouvre ton cœur à ces mots. Quand on est chercheur ou explorateur de vérité, de lumière, de sagesse, on est, je crois également, en quête d'amour. Et je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, comment ça s'est initié, mais personnellement, ce sont les relations humaines, relations amoureuses qui ont déclenché en moi une quête un peu plus profonde. Alors pour certains, ça va être la maladie, la perte d'un proche, un burn-out peut-être dans le milieu professionnel, la quête de sens. Et pour d'autres, ça peut être un mix de plusieurs choses aussi, un trop-plein de tout, la goutte d'eau qui déborde. Pour moi, dans mon cas, ça a été vraiment la notion d'amour, la notion de lien, la notion de relation et avant toute chose, la relation à moi-même, la relation à la conscience et à notre intérieur. Donc dans cet épisode, j'avais envie avec toi de décortiquer un petit peu mon parcours et d'en extraire peut-être des questionnements, des invitations, des conseils du cœur pour que toi tu puisses sur ton propre cheminement peut-être te rendre compte que tu n'es pas seul à traverser ce que tu traverses ou peut-être à prendre conscience de certaines choses, à accéder à une certaine sagesse qui te guidera davantage en fonction de là où tu en es maintenant. Et de nouveau, ce que je te partage vient d'expériences directes et non pas de théorie, et je vais mixer expérience directe, sagesse, connaissance et sources ou ressources d'inspiration qui ont pu m'aider sur le chemin et qui peut-être pourront t'aider. Et comme toujours, les plus grandes transformations passent aussi par l'action et je te partagerai des actes symboliques qui m'ont aidé à passer à un autre niveau peut-être de conscience ou de compréhension de la vie et de l'humanité. Donc dans cet épisode, je vais faire référence à deux choses principales, l'abandon au sens de blessure d'abandon et l'amour avec un grand A. Et vraiment, quand je regarde en arrière, ce qui m'a propulsée sur ma voie spirituelle ou m'a vraiment réalignée ou m'a fait accéder à un point de non-retour, ça a été le cœur brisé, les ruptures amoureuses, les descentes au plus bas liées au fait de revivre en fait, cette blessure d'abandon ou bien à la peur de la revivre au point de, devoir transformer un petit peu qui je suis pour pouvoir pallier à cette peur profonde intérieure, limite, une phobie d'être abandonnée. Et dans un premier temps, ce que j'ai envie de te partager, c'est que c'est dans ces moments où j'ai vraiment
touché le fond, donc j'étais vraiment à plat, sur le sol, sans ressources, complètement démunie, en pleine souffrance, que j'ai pu connecter à mes propres ressources intérieures, à des forces, qu'on n'a pas l'impression d'avoir quand on ne vit pas ces choses, difficiles-là, et qu'au fond du trou, il y a un tremplin. Il y a un tremplin qui peut nous propulser si on sait le voir, le reconnaître, l'accepter et s'en servir. Donc la blessure d'abandon, pour chacun, ça a pu être vécu de manière différente. Moi, dans les faits, et historiquement, cette blessure s'est «matérialisée» entre guillemets par mon père notamment, qui ne m'a pas reconnue à la naissance, donc je ne porte pas son nom, il est même pas sur mon livret de famille. Voilà, il est inexistant, c'est un simple géniteur et n'a pas souhaité, faire partie de ma vie. Sachant que lui est pakistanais, mais qu'il vivait et qu'il vit toujours, je crois à Paris et que moi aussi j'ai grandi à Paris, donc il y avait pas cette notion de: «On est trop loin, c'est pas possible» et cetera. Donc il y a vraiment un choix délibéré de ne pas me reconnaître, comme sa fille et du coup de ne pas faire partie de ma vie. Donc un père complètement absent, voire inexistant, dans les faits et en apparence. Du côté de mes grands-parents maternels, on a 2 orphelins, donc grand-père, grand-mère, mamie, papy, les 2 viennent de la DASS, donc blessure d'abandon plus, hein. Et du coup, j'ai grandi aussi dans une famille, principalement de femmes avec, mon grand-père qui est décédé l'année de ma naissance, donc que j'ai pas pu, rencontrer, une grand-mère très présente, 2 tantes, ma maman qui, elle, m'a élevée aussi avec une femme. Donc voilà, je suis issue vraiment d'un milieu ultra féminin, ultra connecté au féminin et avec, vraiment une notion du masculin, du père, de l'homme qui était complètement, floue en fait et je vais pas dire inexistante parce que j'ai des cousins et il y a eu bien sûr des hommes, dans ma vie à ce moment-là, mais il y avait pas de repère nécessairement ou de modèle masculin présent pendant mon enfance. Donc il y a un terrain assez marqué, hein, comme une évidence, hein, par cette blessure, d'abandon, d'inexistence. En fait, je parle même, d'amputation à un moment donné, je vais y revenir, je pense et donc c'est très, très marqué. Il y a eu d'autres blessures aussi, mais là, dans ce cadre-là, j'ai envie d'adresser, celle-ci et comment elle m'a impactée parce que, elle a guidé mes choix, mes comportements, ma relation à moi-même, aux hommes et au monde et à l'amour, pendant de nombreuses années et ça n'a pas été, très joyeux, très facile. Mais ce que j'ai aussi envie de te dire et c'est très important, que nos conditions dans lesquelles on a grandi, ce qui s'est passé dans l'enfance ou dans nos démarrages de vie, n'a pas à être une fatalité. J'ai vraiment, cet état d'esprit et je pense que c'est important de l'adopter si c'est pas encore fait, de voir ces conditions fondatrices comme des opportunités justement de les dépasser, de les transcender et de s'appuyer sur elles comme si on s'appuyait sur les souffrances pour aller vraiment dénicher, extraire le nectar de sagesse, qui se trouve vraiment à l'intérieur de ces souffrances-là. Donc il y a pas de fatalité, il y a pas de «j'ai vécu ci, ça», de victimisation, même si pour le coup j'ai été dans cette posture-là, oui j'ai vécu ça donc je réagis comme ça. Aujourd'hui, je trouve que c'est remettre son pouvoir dans les mains de quelque chose qui n'est plus là, qui fait partie du passé et on a vraiment ces ressources, cette force, cette possibilité en nous, ce potentiel d'aller dépasser ces conditions. Donc comme je disais, j'ai une fois réfléchi à cette notion d'abandon et j'ai eu cette vision d'une forme d'une amputation, donc amputé d'un membre, de la famille et c'était comme si, on imagine quelqu'un qui a été amputé d'un bras par exemple, est-ce qu'il va passer sa vie à chercher son bras manquant ou, est-ce qu'il va vivre avec et pas contourner, mais vivre avec, cette absence, ce membre qui n'est plus là et en faire quelque chose? Et donc pendant des années, j'ai cru qu'il fallait combler ce manque créé par cette amputation, paternelle ou cette amputation de présence masculine et donc d'aller combler, d'aller remplacer, d'aller le chercher. Donc ça a été une quête, un peu interminable et très douloureuse parce que encore une fois, on imagine que c'est pas possible de retrouver ce membre, soit physique, soit de la famille, de la même manière, exactement de la même manière.
Et donc j'ai longtemps cru que je serais jamais complète si je ne retrouvais pas, en fait, cette part manquante à l'intérieur de moi et donc j'ai passé, du temps à la chercher chez les autres évidemment et chez les hommes. Et donc il y avait cette notion un peu de quête de la pièce manquante, du puzzle mais ce qui m'a un peu, fait souffrir, c'était que j'avais une idée de la pièce manquante et il fallait que cette pièce manquante au puzzle ressemble à ça, soit comme ci, soit comme ça. Donc je cherchais l'amour, mais en contrôlant un petit peu à quoi ressemblerait l'amour, ou je cherchais la complétude par quelque chose, notamment à l'extérieur de moi, en essayant de contrôler ce à quoi ça devait ressembler. Donc en fait, je creusais pas, le bon trou, je ne gravissais pas, la bonne montagne et ça, finalement, heureusement que c'est arrivé parce que j'ai pu en prendre conscience et recalibrer un petit peu, la quête, au bon endroit. Mais voilà, il y avait cette notion de chercher à compléter, à remplir, à réparer avec quelque chose qui, au final, ne pourrait pas se faire. L'absence, la sensation d'abandon qui avait été créée dans le passé n'était pas je pouvais pas la changer. Par contre, je pouvais aller regarder ma relation avec ce qui s'était passé et de cet espace-là, pouvoir peut-être intervenir, plus en conscience. Donc dans un premier temps, il y avait cette quête de remplacement, mais en fait, tout ce que j'avais à faire, c'était plutôt d'accepter, les choses telles qu'elles sont et d'avancer avec cette histoire, en fait, cette particularité qui n'est finalement ni positive ni négative, c'est juste ce que c'était et au fur et à mesure, du cheminement, j'ai vraiment, compris le sens de cette citation qui dit: «La blessure est l'endroit où la lumière entre», parce que cette blessure, de départ, qui est peut-être là depuis longtemps, qui se répète et bien, ça m'a poussée, parfois violemment, mais ça m'a poussée vers moi-même, ça m'a poussée à faire face, à ce qu'il y avait à l'intérieur et ça m'a poussée à rencontrer vraiment l'amour, mais au-delà de l'amour, lié à la relation à l'autre, lié à l'union à l'autre, mais vraiment l'amour avec un grand A, l'amour, divin, l'amour plus grand, l'amour qui est constamment là, l'amour omniprésent, l'amour universel. Et donc pour rebondir sur cette quête de l'amour, en fait, moi, depuis jeune, je pensais que le succès de la vie se mesurait au couple, ou au mariage. Donc ça voulait dire que quand j'étais en couple, je connaissais le succès dans la vie et puis quand j'étais célibataire, eh bien, j'étais en échec. Donc c'était assez difficile à vivre. Au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à accepter et à apprécier, le célibat comme un espace vraiment, d'introspection, de prise de conscience, et de prise de confiance en moi, d'autonomie, et des espaces vraiment, vraiment nécessaires. J'ai passé beaucoup de temps, seule et célibataire et ça m'a forgée, en fait, ça m'a vraiment permis, d'apprendre à me connaître et de savoir ce que je voulais. Mais globalement, pendant des années, ça a été une fin en soi de chercher, à être en couple, à être à 2 et si c'était pas le cas, en fait, c'est que il y avait un problème à l'intérieur de moi. C'est que j'étais défaillante, c'est que j'étais inadéquate, au monde, à la société, aux hommes, que les hommes ne voulaient pas de moi, qu'on ne voulait pas m'aimer, que je n'étais pas aimable, en fait. Et donc j'avais aussi cette croyance que être à 2, donc être aimé par un homme, c'était le saint graal et ça mettrait fin à toutes mes souffrances et à toutes mes peurs et que c'était vraiment, l'objectif ultime. Donc ça, c'est un peu un symptôme, hein, de la blessure, d'abandon et je dirais même que au delà de la blessure, ce qui nous traque à l'intérieur, ce qui nous sponsorise, c'est la peur de répéter la blessure, c'est la peur d'être de nouveau abandonné. Donc quand on agit d'un espace de peur, de toute façon, on est biaisé, on n'est pas nous-mêmes et on n'est pas dans notre plein potentiel. Donc là, je vais te donner, quelques exemples, hein, de symptômes, que j'avais en tant que personne, un petit peu, bloquée, dans son schéma et ayant peur de l'abandon. Donc il y avait une faible confiance en moi ou estime de moi. Il y avait aussi un fort attachement anxieux, notamment une jalousie maladive, possessivité maladive qui s'est déclarée très jeune, à 15 ans, qui me paralysait et qui me faisait vivre, un moment vraiment infernal, ne serait-ce que la vue de mon partenaire de l'époque en train de parler à une autre fille. D'ailleurs, par rapport à cet attachement anxieux, il y a le livre, Attached ou Attaché de Amir Levine qui m'a beaucoup aidée à clarifier et à comprendre d'où venait cet attachement et comment le dépasser. Encore une fois, pas nécessairement le guérir, le réparer, mais vraiment
passer au-dessus, pour passer vers un attachement plus sécure, plus sécurisé, sécurisant. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus sécure et le chemin, le cheminement, le questionnement, le travail a vraiment payé. J'ai aussi vécu des grandes crises de panique, de colère incontrôlable et impulsive. Donc là, il y a eu un lien avec, l'émotionnel inapproprié, l'émotionnel dévastateur, un feu qui venait tout cramer et je pense que j'ai saboté de nombreuses relations et avec le recul, je prends conscience, hein, que ces comportements, hein, sponsorisés par la peur d'être abandonnée, eh bien, ont détruit, beaucoup de mes relations passées. Et donc, notamment, parce que la santé émotionnelle, la j'appelle ça la sagesse émotionnelle aujourd'hui, c'est un sujet qui m'appelle énormément, que je creuse. Je reviens d'ailleurs d'un week-end de formation, à une méthode qui s'appelle MRES, de résolution émotionnelle et c'est un sujet que finalement d'avoir vécu, ces souffrances et ces pertes de contrôle par l'émotionnel, ça m'a permis d'aller creuser, d'aller comprendre ce qui se passait et aujourd'hui de vivre mes émotions, mais de manière beaucoup plus saine, beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide et d'entrer vraiment en contact avec la sensation dans le corps et de ne plus être victime et esclave des émotions et surtout des émotions fortes et intenses. Donc d'autres symptômes, hein, des épisodes dépressifs, voilà, je peux pas aller travailler, je suis paralysée à la maison, je reste dans le noir, ça prenait plusieurs jours parfois et donc vraiment une incapacité à opérer en fait, dans le monde, hein, simplement suite à une rupture, hein, par exemple ou un détachement de l'autre, vis-à-vis de moi. Donc vraiment le fait de revivre, hein, cette perte un petit peu, cette amputation en fait, d'un membre de sa famille ou d'un membre proche. Il y a aussi, quelque chose qui m'a longtemps épuisée et qui, quand ça revient aujourd'hui, j'en prends conscience et je lâche un petit peu, c'est l'hypervigilance. Donc on est aussi, alors je sais pas toi, mais je suis aussi, super sensible donc le changement de ton de voix, un message, écrit différemment ou un comportement différent et bien on va capter qu'il y a quelque chose qui a bougé et donc on va aller se faire un film, des scénarios catastrophes et ça va, nous mener vers des ruminations et donc en travaillant sur cette sagesse émotionnelle, quand le mental rumine, c'est qu'on n'ose pas ou qu'on a peur d'aller dans la sensation pour sentir ce qui nous fait vraiment souffrir. Donc j'ai passé des épisodes de rumination, pendant des jours, hein, à tourner en boucle dans le mental, répéter un scénario et si se passait ça, si se passait ci et vraiment, vivre des comportements complètement inadaptés et se voiler la face sur les choses et être vraiment perdu et croire mes pensées, croire les scénarios, croire tout ce qui se déroulait dans ma tête et être vraiment complètement à côté de la plaque, mais en souffrir, énormément. D'autres symptômes, il y a des choix de partenaires, pas du tout alignés, donc on voit les red flags, hein, on voit que c'est pas bon, que ça marche pas, mais on se bute, on va jusqu'au bout, on a besoin de se prouver inconsciemment, hein, que c'est ce qu'on mérite, hein, d'être abandonné. De toute façon, on ne mérite pas d'être aimé, on n'est pas assez bien, c'est pour les autres, hein, le bonheur en amour, c'est que pour les autres, c'est pas pour nous. Donc on choisit des partenaires inconsciemment qui ne sont pas disponibles émotionnellement, qui ne vont pas s'engager, qui aiment quelqu'un d'autre, qui sont pas du tout intéressés par nous. Autre symptôme, je me perdais dans la relation, c'est-à-dire qu'en étant seule, célibataire, j'ai plein de hobbies, il y a plein de choses que j'ai envie de faire et puis quand je me mettais en couple, eh ben, il y avait plus rien, donc je ne savais plus qui j'étais. Je laissais de côté, mon sport, mes passions, ce que j'avais envie de faire et puis je dépendais constamment de là où l'autre, voulait m'emmener, de ce que l'autre voulait faire et en fait, j'avais plus aucun refuge personnel, refuge intérieur et ma vie, ma valeur était dictée par, ce que l'autre pensait de moi. Et donc voilà, il y a eu plein de mécanismes, inconscients qui se sont répétés, répétés, répétés et je me disais à chaque fois, «Oh là là, l'amour c'est pas fait pour moi, le couple c'est pas fait pour moi, ça marchera pas» et puis je réessayais et puis ça le schéma se répétait et en gros voilà, je répétais constamment, constamment, constamment parce que intérieurement, il y avait cette peur d'être abandonnée qui n'était pas vraiment, regardée, qui n'était pas acceptée, qui n'était pas, libérée et donc tous mes comportements, tous mes choix, ma perception de moi-même, ma perception de l'homme, ma perception du couple était complètement biaisée. Mais ce qui était fou, c'est que, à l'intérieur, il y avait vraiment cette quête de l'amour, cette quête, d'être heureuse en couple et je le voulais vraiment et sincèrement, je faisais vraiment de mon mieux. Mais intérieurement, quelque chose n'était pas encore nettoyé, pas encore, assaini pour que je puisse
aller vraiment au bout de la chose ou la maintenir sur le long terme. Donc il y avait ça, je pouvais manifester entre guillemets «attirer à moi une super relation», mais et je prends la pleine responsabilité, hein, j'ai saboté encore une fois nombreuses de relations qui étaient plutôt saines avec le recul. Mais voilà, c'est comme si, je voulais conduire la Ferrari, mais que j'avais pas le permis de conduire. Et donc je voulais quelque chose, et que je repoussais inconsciemment. Donc, j'imagine que peut-être que toi, ça t'arrive peut-être sur d'autres sujets aussi. On veut quelque chose, on sait que c'est ça, et puis il y a un mécanisme inconscient qui est beaucoup trop lourd et beaucoup trop pesant et encore beaucoup trop présent à l'intérieur de nous, qui fait que malgré nos envies, notre bonne volonté, nos bonnes intentions et enfin, je pense pas être une mauvaise personne, donc j'avais conscience d'être une bonne personne, de beaucoup donner, ça c'est un autre symptôme aussi, tout donner, vraiment tout faire, pour l'autre, hein. Pas de retenue, les mots d'amour, les cadeaux, la présence, la disponibilité, voilà, tout était là. Donc j'avais l'impression de faire vraiment ce qu'il fallait parfaitement, et vu qu'en face ça ne répondait pas comme je le voulais, comme je l'attendais, comme j'en avais besoin, eh bien, ça pétait. Et voilà, le feu démarrait à l'intérieur, et vraiment, par la colère, l'impulsivité, la jalousie, l'absence complète, hein, peut-être pas de maîtrise, mais de sagesse, hein, émotionnelle. Ben, voilà, tout a pété, et ça s'est répété, répété, répété. Et donc finalement, je me suis posé la question sur, qu'est-ce que c'est l'amour? Parce que je voulais l'amour et en même temps, je l'acceptais pas. Donc il y avait une part, qui voulait y aller, mais intérieurement, je l'acceptais pas, et en fait, je l'avais peut-être pas encore trouvé à l'intérieur de moi. Et c'est là où vraiment mon questionnement, a commencé à changer, se transformer pour me mettre, sur une autre voie, de l'amour avec un grand A. Donc il y a eu, peut-être il y a eu plein de points de bascule, mais il y en a eu 2 qui m'ont le plus marquée. Donc je me souviens être, au Mexique, à l'époque, c'est il y a environ 5 ans, donc un voyage qui a été très libérateur, et je travaillais avec mon mentor, et il décèle en moi, justement cette quête, effrénée de trouver l'amour et cetera, et en fait, il me dit: «Mais Léa, tu sais que trouver l'amour ou chez un partenaire, c'est pas essentiel à ta vie ou à ton bonheur, dans cette vie». Et là, déjà, je me rends compte que, ça fait des années que je mets mon focus là-dessus, que c'est limite la chose la plus importante. La carrière, ça va, la santé, ça va, les relations amicales, familiales, ça va. Mais par contre, ça, j'y mets, toute mon énergie, et encore une fois, je gravis pas la bonne montagne, ou alors je la gravis pas de la bonne manière. Donc là, je comprends qu'il y a une forme de recalibrage intérieur qui est de d'abord aller regarder à l'intérieur de moi, d'aller trouver cet amour avant, et cette valeur, hein, cette estime intérieure, personnelle, avant d'aller la chercher à l'extérieur, et vraiment de trouver cette complétude, cette plénitude intérieure avant, encore une fois, d'aller la chercher à l'extérieur, parce que finalement, en la trouvant à l'intérieur de moi, elle s'est manifestée à l'extérieur sans que j'aille la chercher ou la forcer, en fait. Elle est juste apparue comme une suite logique, comme un miroir à ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Franchement, le fait de travailler avec un mentor, ça m'a tellement aidée, et ça m'a fait cet effet miroir. J'en parlais dans un podcast précédent, que le maître ou le mentor spirituel, c'est vraiment notre maître intérieur incarné qui vient nous faire cet effet miroir, qui nous montre qui on est et qui nous permet, justement d'aller plus en profondeur vers nous-mêmes. Au Mexique encore, et à cette même période, je vis 2 déceptions amoureuses qui sont un peu, vraiment la goutte de trop, parce que cette fois, je parlais de la relation à l'homme et au masculin. Cette fois, je revis 2 ruptures amoureuses l'une après l'autre, dont une avec une femme. Donc là, on est sur un sujet complètement différent. Donc je me disais: «Bon, peut-être qu'avec une femme, je vivrai quelque chose de différent, ce sera plus doux, elle va pas m'abandonner, elle va pas me faire souffrir». Et ben, ça loupe pas, j'attire la même énergie, hein, d'indisponibilité, de non-engagement, de fuite, en fait, de la personne en face de moi, parce qu'il faut savoir que l'anxieux attire le fuyant aussi. Donc j'attirais des fuyants, évidemment, et donc j'attire une fuyante, pareil, mais sous le corps dans le corps, d'une femme. Et là, je me dis: «Léa, ça peut plus durer». Là, tu as, je sais plus, j'avais 32 ans à peu près, et j'attire des relations dans lesquelles je me sens pas en sécurité. J'ai l'impression que je dois forcer pour que l'autre m'aime, j'ai l'impression que je dois contrôler, j'ai l'impression que je dois tout donner, et en fait, ça ne marche pas, ça ne matche pas, il y a quelque chose qui va pas, et je me rends compte vraiment là que le dénominateur commun à toutes ces répétitions, de schémas, douloureux dans les relations amoureuses, eh ben, c'est moi. Donc je me rends à l'évidence, en fait, que la source de ce mal-être, il est à l'intérieur de moi, il est pas chez les autres, et j'ai pu blâmer,
les partenaires parce qu'ils étaient comme ci, comme ça. En fait, c'était moi à l'intérieur et quand je prends conscience de ça, je me dis pas: «C'est de ta faute, tu nul, machin, machin». Il y a pas de blâme, en fait. C'est vraiment une prise de conscience, très saine, et dans beaucoup de compassion et dans beaucoup de neutralité aussi où je me dis: «Mais en fait, Léa, tu es à la fois la source de ce mal-être et de ces expériences qui se répètent, mais si tu es à la source de ça, tu es aussi à la source du bien-être, tu es aussi à la source de transformation. Donc ta volonté à l'intérieur, tes choix, ils peuvent aussi faire que les choses changent et se transforment parce que c'est pas une fatalité. Tu peux le faire, tu peux transformer, tu peux accéder à cet amour harmonieux, paisible auquel tu aspires. Parce qu'à l'intérieur de moi, dans mon cœur, même si c'est pas ma mission de vie, d'être à 2 ou d'être en couple ou d'être heureuse en amour, en fait, d'être heureuse dans cette union, eh bien, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit que c'est possible. Mais dans l'histoire familiale, dans l'histoire, personnelle, en fait, c'est pas quelque chose qui a été, accompli avant moi, vraiment et donc il y a peut-être ces croyances, hein, que c'est pas possible pour moi, que ça ne marchera pas et que je suis un peu condamnée, à vivre ces souffrances, en amour. Donc je me rends compte qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi, dans mon énergie, dans mon inconscient, dans mon cœur, qui fait que je repousse ce que je veux. Et donc là, je me dis: il est temps d'aller vraiment, vraiment, vraiment regarder ça». Et c'est là que, en prenant conscience de cette source, hein, qui attire, les expériences à moi, après il y a aussi une autre partie, hein, qui est plus karmique, mais je vais pas rentrer dans le sujet, où on a beaucoup moins de contrôle, hein, sur le timing, sur ce qu'on va revivre, mais là, je sens qu'il y a une responsabilité à l'intérieur et sur laquelle je peux vraiment aller travailler. Donc là, j'apprends vraiment à me remettre en question, me responsabiliser, mais dans l'amour, et j'apprends vraiment à me rassurer dans un moment des plus difficiles où encore une fois, je me sens paralysée, je me sens abandonnée de nouveau, je me sens démunie, je me dis: «Non, pas encore, pas encore, ça se répète, c'est pas possible», voilà. Il y a tout ce discours à l'intérieur et là, j'apprends à me dire ces 4 phrases qui m'ont beaucoup aidée, à cet instant et qui sont: «Je sais, ça fait mal, tu as souffert, mais c'est terminé maintenant. Je suis là, je t'aime et tout va bien». Et donc, je m'écris ces 4, j'appelle ça des confirmations du cœur. Je suis pas du tout la personne qui va se répéter plein d'affirmations auxquelles elle ne croit pas. Par contre, confirmer des choses qui font du sens dans mon cœur, qui me parlent, qui résonnent, eh bien là, ça marchait. Donc, je sais, ça fait mal, tu as souffert, mais c'est terminé maintenant. Je suis là, je t'aime et tout va bien. Et je me suis répété ça, répété ça, répété ça de nombreuses fois. Et en fait, là, j'ai commencé à trouver l'amour à l'intérieur de moi. J'ai commencé à trouver cette présence intérieure qui était là, même si j'allais pas bien, même si j'étais imparfaite, même si j'étais au bout du rouleau, même si j'avais fait une bêtise. Cette présence qui m'aimait à l'intérieur et qui m'acceptait telle que j'étais. Et donc de cet espace-là, on se rend compte, de notre force intérieure parce que finalement, je suis au fond du trou, il y a personne autour de moi pour m'aider, pour m'aimer, pour m'écouter, parce que je le cherche même pas, hein, parce que j'ai envie de traverser mon truc, toute seule en fait, parce que je me sens plus en sécurité de le faire toute seule à ce moment-là. Et ben, en fait, je trouve cette ressource en moi. Là, j'apprends à être là pour moi, à être dans cette présence d'amour et ça, c'est quelque chose que j'emporte toujours avec moi aujourd'hui. Et donc dans cette démarche d'être complètement sincère, honnête et authentique envers moi-même et de vraiment faire bouger les choses, je me demande, mais en fait, pourquoi tu as autant envie ou besoin d'être aimé par quelqu'un? Et là, la réponse qui me vient, c'est: «Bah, parce que si on m'aime, je vais plus souffrir». Et là, je me rends compte que, ah ouais, OK, la réponse, ça va pas du tout. C'est la motivation à l'intérieur, elle est souffrante. Donc je suis à côté de la plaque. Si je cherche l'amour en me disant que quand on va m'aimer, j'irai bien, je ne souffrirai plus, en fait, j'ai tout faux et donc j'ai tout faux depuis tant d'années, je gravis pas la bonne montagne et là, je me rends compte vraiment que intérieurement, il y a un truc qui pense que en étant à 2, aimée par quelqu'un, je ne souffrirai plus et tout ira bien et tout sera parfait. Donc là, je réalise que c'est la petite fille blessée qui a encore peur d'être abandonnée et qui ne sait pas qu'elle a le potentiel en elle, hein, pour être là pour elle. Parce que au final, c'est quoi, à l'opposé de l'abandon? C'est abandonner, rester, abandonner, absence, présence. Donc si je trouve cette présence à l'intérieur de moi, bah, en fait, la sensation d'abandon, elle peut plus être là, elle peut pas cohabiter avec la présence. Et donc c'est la petite fille qui cherche un pansement
à son problème, hein, qui cherche à camoufler, à réparer, à compléter, mais sans aller regarder vraiment la plaie, sans aller regarder vraiment la blessure. Parce que, évidemment, ça fait mal, c'est inconfortable et peut-être qu'on ne sait pas comment faire. Moi, à ce moment-là, je ne sais pas comment faire nécessairement, mais je trouve des clés et des solutions à l'intérieur de moi parce que je suis vraiment dans cette démarche de dépasser cette histoire. En fait, j'avais plus envie d'être définie par ça. J'avais plus envie d'être guidée, motivée par la peur d'être abandonnée. J'avais envie de m'auto-guider, d'être guidée par quelque chose d'autre et de plus grand. Et je me rends compte aussi, mais attends, si t'attends ça de quelqu'un à l'extérieur, mais t'imagines la pression que t'as mis sur tes partenaires, en fait, de te rendre heureuse, de t'aimer, de te valoriser, de te chérir, de prendre soin de toi. C'est pas possible. La manière de faire, elle est complètement erronée, et donc ça explique pourquoi, en fait, ça marche pas et pourquoi je souffre. Là, en fait, je me dis, bah, c'est une bénédiction de me rendre compte de ça. L'amour, déjà, c'est d'être là, d'être présente, sans jugement et avec compassion dans les épisodes justement les plus difficiles. C'est d'avoir vraiment ce courage de prendre une autre posture face aux blessures que l'on porte et choisir d'écrire une nouvelle histoire à partir du moment présent et d'oser entrer en contact avec les émotions les plus inconfortables, les plus intenses, sans vraiment se défiler et vraiment en enveloppant cette part de nous qui souffre, donc souvent c'est l'enfant intérieur, et de cet espace à l'intérieur de nous qui est vaste, qui est aimant, qui existe déjà. Et je me rends compte aussi que, bien sûr que j'ai été aidée, accompagnée, je le suis toujours, mais que dans certains moments, il y a vraiment personne pour le faire pour nous et en fait, c'est à nous de le faire pour nous-mêmes dans un premier temps. Si on apprenait vraiment à le faire pour nous-mêmes, bien, en fait, il y a plein de choses qui seraient différentes. Et donc je réalise aussi qu'au lieu de me battre pour aller chercher quelque chose, pour créer quelque chose, pour l'attirer à moi et cetera, le trouver déjà en moi dans cet instant présent. Voilà, et c'est aussi comme ça, je crois qu'on manifeste, hein. Je suis pas une pro sur le sujet, mais j'ai cette certitude que j'ai ça en moi, que c'est déjà là à l'intérieur de moi. Et donc de cet espace, la suite, c'est que de la logique, c'est que de la loi universelle et ça se déploie, ça se développe de manière naturelle. Et donc j'apprends progressivement à accéder à cette part intérieure qui est présente, mais aussi qui est silencieuse, qui est au-delà du brouhaha du mental, qui est au-delà de l'intensité des vagues émotionnelles et qui est aimante en fait, qui est sans jugement, qui est complètement neutre et qui est là toujours, auprès de moi, auprès de toi, à l'intérieur, qui ne demande rien en fait de nous, qui ne demande pas de changer ce qu'on ressent, qui nous demande pas d'aller mieux dans l'instant présent. Vraiment, elle ne nous demande rien, cette présence intérieure. Je comprends aussi à ce moment-là à regarder un petit peu, à réévaluer les repères. Et c'est drôle parce que je réalise que dans le mot repère, il y a le mot père. Et n'ayant pas eu de père, j'ai peut-être pas eu les bons repères. Donc je me base sur des repères que j'ai construits un peu au fur et à mesure du temps, peut-être dans des films, des Disney, je sais pas, des lectures, et que là, en fait, j'ai un peu des repères qui sont un peu idéaliste en fait, où je m'attache à un idéal de couple, de relation, d'homme, de partenaire qui, n'est pas nécessairement calé à la réalité des choses et donc je m'attache à ce potentiel qui n'est pas vraiment, juste. Donc il y a ce modèle d'amour, ce modèle de couple que j'ai dû redéfinir à ma manière et reprogrammer aussi dans mon esprit pour vraiment attirer à moi la relation qui me nourrit, qui me correspond et qui est vraiment en alignement avec ce que je vibre à l'intérieur. Et de cet espace-là, je comprends aussi que finalement, comme je disais tout à l'heure, je veux la Ferrari mais j'ai pas le permis. En fait, ma vision du couple, elle est terne. J'ai pas cette vision, je pense avoir cette vision qu'un couple doit être comme ci, comme ça, heureux, amoureux, mais en fait, j'ai une vision, du couple qui est, c'est un champ de combat. Je me sens en danger auprès de l'homme si je réfléchis vraiment, hein. L'homme est une zone de danger, le couple est une zone de danger, le couple est une zone de combat et je vois pas finalement le couple, j'ai l'impression que ça doit durer, que ça doit être facile, mais en même temps, c'est une zone de combat, donc c'est hyper confus à l'intérieur et là-dedans, il y a pas cette notion d'harmonie, il y a pas cette notion de réalisme, il y a pas cette notion d'avancer, de travailler, de collaborer à 2. C'est pas vraiment solide intérieurement et il y a encore un petit bout de chemin à marcher. Donc là, je commence vraiment à m'ouvrir à l'amour et à passer d'une croyance figée de l'amour, qui est, l'amour égale couple ou union avec un partenaire, et donc je contrôle les sources d'amour, donc je me sens seulement aimée s'il y a un partenaire qui m'aime, à l'ouverture vers
une multitude de sources d'amour autour de moi. Ça peut être, caresser un chien, errant, le sourire, d'une serveuse, quelqu'un qui me rend service, l'appel d'un membre de ma famille ou d'une amie, voilà, des choses hyper simples. Le coucher de soleil, même voir un couple heureux devant moi, je regarde, je vois l'amour partout où il est vraiment et ne le limite plus à une seule source précise et contrôlée. Et je trouve aussi notamment l'amour dans ma voie spirituelle, ma voie de cœur, dans le bouddhisme, dans mes pratiques et là, je trouve vraiment des sortes d'amour, différentes, mais je me rends compte qu'en fait cet amour, l'amour est omniprésent et que je peux aller, le rencontrer, déjà à l'intérieur de moi, mais aussi dans d'autres, espaces, à l'extérieur de moi et que c'est aussi nourrissant. Et j'apprends aussi une autre définition de l'amour, via mon mentor aussi qui me dit que l'opposé de l'amour, c'est l'interférence. Moi, j'avais une vision, aussi de l'amour, qui était une forme d'enchaînement. Dans le cadre du couple, je voyais que le couple devait être enchaîné l'un à l'autre, vraiment une privatisation, de l'autre, de l'un pour l'autre, voilà, exclusivité, vraiment on s'accroche l'un à l'autre. C'est pour ça que j'ai partagé le petit poème en début d'épisode et je me rends compte qu'aimer, c'est laisser libre d'être tel qu'on est. Et alors, dans le passé, l'amour était conditionnel, conditionné. Et donc il y a cette notion vraiment d'aimer et de laisser libre. Et là, je me pose plein de questions parce que je n'arrive pas à laisser l'autre libre, parce que moi aussi je m'enchaîne à l'autre et donc c'était déjà dans un premier temps d'aller, m'offrir cet amour, mais cette liberté aussi intérieure d'être plus moi-même et de lâcher un petit peu, encore une fois, ces contrôles, ces conditions, ces jugements, intérieurs, qui finalement m'enchaînaient moi et du coup m'enchaînaient aussi dans mes relations. Et donc dans cette expérimentation de l'amour avec un grand A, à l'intérieur de moi et dans cette, solitude et ce célibat, j'ai continué à voyager toute seule et à me rencontrer, dans cet espace, de solitude, hein, solitude qui est pas un isolement, mais d'aller rencontrer, la complétude à l'intérieur qui est déjà là, la valeur, de cette personne que j'incarne, et commencer à marcher pour moi. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie? Quels sont mes besoins? Quel est mon rythme? Qu'est-ce qui marche pour moi? Par exemple, j'étais beaucoup avec des hommes très sportifs qui me forçaient, qui peut-être que moi je me forçais à aller faire des sports, par exemple du crossfit, où au bout de 2 séances, je me pète la cheville parce que c'est pas du tout mon truc. Enfin, je me suis vraiment, forcée à faire des choses pour faire plaisir ou pour plaire et aujourd'hui je me dis: «Mais en fait, si t'as pas besoin de plaire, si tu sais que tu es bien tel que tu es, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui marche pour toi?» Donc j'ai vraiment commencé à explorer des pratiques, des manières de faire, un art de vivre qui me correspondait vraiment et je me suis dit: «Bah, la prochaine relation, vraiment tu t'engages à conserver ton rythme, tu t'engages à rester fidèle et loyal à tes propres valeurs et à ta valeur intérieure». Ce qui m'a aussi aidée, donc ça je l'avais commencé beaucoup plus jeune, c'était de faire une liste de rêves. Donc très jeune, j'ai fait une liste de 30 choses que j'avais envie d'accomplir dans ma vie et j'ai continué à réaliser mes rêves, mais par moi-même, à me rendre heureuse par moi-même et là, ça a été une grande source de confiance en moi, en fait et de compréhension que, ouais, en fait, c'est bien si j'ai quelqu'un, c'est la cerise sur le gâteau, mais le gâteau, c'est moi et moi-même et en fait, ça se passe bien. Je suis bien avec moi-même. Petit spoiler, c'est d'ailleurs dans cet état d'être bien et en paix avec moi-même, quoi qu'il arrive, que j'ai rencontré mon chéri. Et donc je réalise aussi que, attends, l'abandon, c'est quoi? Mais c'est moi qui me suis abandonnée toutes ces années. C'est moi qui ai laissé, mon essence, ma vraie nature, de côté pour plaire, pour mettre un masque, pour être acceptée, pour être aimée, pour être adéquate. En fait, non. Qui suis-je? Qui suis-je vraiment sans ces masques? Sans me forcer à être qui je ne suis pas, sans me forcer à faire ce que je n'aime pas, juste pour être acceptée et pour fitter dans un moule. Et donc là, je me suis rendu compte que l'abandon, je me le faisais vivre aussi à moi-même. À l'opposé, encore une fois, de cet abandon, c'était d'être présente pour moi à l'intérieur et d'être présente en toutes circonstances. Et à ce moment-là, je me fais aussi la promesse de ne plus m'abandonner, quoi qu'il arrive, dans n'importe quel, contexte ou relation, de toujours faire en sorte que je reste reliée à mes refuges de cœur et à ce qui me fait du bien. Ce qui m'a aussi aidée énormément, c'était vraiment cette sagesse émotionnelle. Donc d'entrer en relation avec les émotions et les ressentis,
d'entrer en paix avec les marques du passé. Donc pour ça, la pleine conscience et le Reiki m'ont beaucoup aidée. J'ai fait tout ce travail sur l'enfant intérieur, travail d'être en conscience dans l'instant pour repérer le mécanisme, qui se met en marche, dès qu'il y a quelque chose qui vient le stimuler, l'activer, connaître ce qui vient stimuler, l'activer et comment faire un petit peu, il y a rien à faire dans l'instant, mais vraiment m'accompagner de ces outils, pleine conscience, Reiki, pour venir accueillir l'émotion dans le présent et pas me laisser submerger, me laisser contrôler, me laisser ravager par ces émotions. Et donc, dans cet instant présent, vraiment de repérer la peur profonde simplement. J'ai peur d'être abandonnée, donc je vais agir comme ci, comme ça, comme ça. Et en libérant cette peur, en venant me rassurer par les 4 phrases de tout à l'heure par exemple, ou avec ce qui marche pour moi dans l'instant présent, eh bien le faire à répétition et sans relâche, parce que c'est pas quelque chose qui se fait nécessairement en instantané. En tout cas pour moi, ça m'a pris un peu de temps. Et aujourd'hui, j'utilise encore ces ressources et je sais que je suis capable de traverser ce qui va me traverser dans l'instant. Et ça a permis voilà, de sentir les choses, de me rassurer et de rétablir la paix de manière beaucoup plus rapide depuis que je pratique la pleine conscience. Il n'y a plus du tout d'état dépressif, d'état vraiment down. Il peut y avoir 1 heure ou 2 dans la journée, en prémenstruel, de moments un peu de difficulté ou d'être de mauvais poil, et cetera. Mais en fait, les choses ne durent pas aussi longtemps qu'avant. Plus on fuit les souffrances qu'on a à l'intérieur, plus elles reviennent à la charge malgré nous et plus elles viennent nous contrôler. Donc vraiment cette citation qui dit: «Ce que tu résistes persiste», je l'ai vraiment ressenti. Et donc pour moi la voie spirituelle aussi, et ça c'est très lié au bouddhisme aussi, elle nous aide à traverser, à faire face à la souffrance qui est aussi omniprésente dans le corps et dans l'esprit et pas justement à s'en méfier ou à la fuir ou à la masquer ou à la recouvrir de plein, plein de choses. Vraiment, j'ai appris à regarder mes propres souffrances et à savoir, comment être avec, être en présence de ces souffrances et laisser les mécanismes naturels et les mécanismes dont on dispose à l'intérieur de nous se charger de ces instants un peu plus douloureux et ils durent beaucoup moins longtemps. Et le fait de débroussailler ces émotions qui viennent, nous parasiter, nous paralyser, en fait, ça fait qu'on revient beaucoup plus vite à nous-mêmes, à cette clarté d'esprit, cette clarté intérieure dans le corps, dans le cœur, nos élans, nos aspirations, qui on est vraiment en profondeur, cette connexion à notre âme et en fait, ça nous permet de prendre de meilleures décisions évidemment et de moins projeter aussi notre souffrance parce qu'il y avait ça aussi dans le non-accueil de la souffrance, la non-acceptation de la souffrance, la peur de la souffrance, eh bien, en fait, cette souffrance vient nous sponsoriser, vient prendre le dessus et on la projette sur les autres. Et c'est en ça qu'il y a la forme de sabotage. On souffre nous et on essaye de cramer autour de nous aussi. Donc la souffrance, elle est démultipliée. Donc il y a vraiment ce chemin et encore aujourd'hui de sagesse émotionnelle qui est pour moi la clé du bien-être global si on n'apprend pas à être avec nos émotions ou à savoir les laisser traverser ou à savoir, prendre ce recul dans l'instant pour pas qu'elles prennent le dessus quand elles sont inappropriées et inadéquates. Franchement, c'est un travail que je recommande à tout le monde et qui est vraiment transformateur. Il y a aussi eu une phase de faire la paix avec l'homme et le masculin et ce qui m'a aidée dans ce moment-là, c'était en méditation, d'aller rencontrer mon masculin intérieur. Donc puisqu'il n'a pas été là nécessairement présent ou hyper évident, j'ai dû aller le chercher ailleurs et je l'ai trouvé à l'intérieur de moi. Donc je me suis imaginée comme un mariage ou une union entre ma déesse intérieure, ma part féminine, et mon guerrier intérieur, ma part masculine. Et vraiment, ça m'a fait comprendre que j'aspirais à être heureuse avec des êtres avec qui je me sentais en danger ou pas en sécurité. Et donc, ça m'a pris d'aller puiser à l'intérieur de moi, d'aller trouver cette sécurité intérieure et cette énergie masculine qui me protège, qui prend soin de moi, qui est dans l'action, qui m'aide au quotidien, qui m'aide à entreprendre, qui m'aide à agir et qui est présente aussi dans cette présence solide et ancrée à l'intérieur. Et ça a été game changer dans mon évolution. Et une autre étape qui a été cruciale dans ce retour à l'amour avec un grand A, c'était la foi. C'était vraiment la connexion, la reliance au divin dans l'instant présent et à une forme d'énergie, de présence beaucoup plus grande, plus lumineuse, qui est tout le temps là, auprès de nous, à l'intérieur de nous, autour de nous, et à laquelle on a constamment accès. Et finalement, les moments où j'allais pas bien, je me souviens, j'ai toujours été recueillie, finalement par mes lectures, par des enseignements spirituels, par des pratiques, des prières, des méditations et c'est ça qui m'a entre guillemets, «sauvée». Et dans cette reliance, au divin, à une énergie
plus grande, plus vaste et bienveillante, aimante. J'ai aussi, changé ma vision des choses sur les épreuves de la vie en me disant qu'elles n'étaient pas là nécessairement pour nous faire du mal ou nous faire souffrir, mais justement pour nous élever et nous aider à évoluer. Et donc je me suis aussi entraînée, ancré ça en moi, à voir, les épreuves ou les inconforts ou les imprévus comme, des invitations à grandir. Et aussi dans ce travail de peut-être de récupération de soi-même, et de son être, pour entrer en complétude, j'ai fait ce travail, que j'appelle le travail des poupées russes, en fait. C'est-à-dire que si la version présente de nous, c'est la grande poupée russe, et bien, à l'intérieur d'elle, elle contient plein de plus petites poupées russes et que si on en met une de côté, si on est en conflit avec une des petites poupées russes à l'intérieur de nous, peu importe son âge ou sa période de vie, mais si on est en conflit avec ça, et bien, on se retire un petit peu, on se coupe d'une part de nous-mêmes. Et donc j'ai fait ce travail d'aller, en méditation, visualisation, hein, et avec le Reiki, d'aller, retrouver, récupérer ces parts de moi et faire la paix avec leurs souffrances et avec ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont ressenti, les choix qu'elles ont faits. Ça m'a beaucoup aidé aussi de réintégrer ces parts de moi, et ça m'a vraiment fait ressentir, cette complétude, cette plénitude intérieure. Encore une fois aussi dans cette démarche, de rencontrer l'amour avec un grand A, l'amour plus grand, plus large, il y avait cette notion de trouver, demeure, refuge dans mon propre cœur et que, c'est dans notre cœur qu'il y a le paradis, un paradis portable, un paradis qui est tout le temps là et notamment en pratique, c'est la pratique méta dans le bouddhisme qui est, loving kindness, l'amour, de bienveillance et de compassion. La pratique d'amour, de bienveillance et de compassion, pardon. Et en fait, cette pratique nous permet d'entrer en lien d'amour avec nous-mêmes, mais aussi d'étendre cet amour avec des personnes avec qui on a un peu plus de mal. Donc ça travaille sur, l'aspect du pardon. Pardon par d'ombre, pardon aux parts d'ombre, et pardon, le don de la paix aussi. Donc il y a ce travail de pardon qui est fait, il y a la méthode de Ho'oponopono, «Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime». J'ai travaillé avec tous ces outils-là et ça m'a vraiment beaucoup aidée, à savoir que ça marche, hein, quand à l'intérieur on est prêt à débloquer ces choses-là. Mais voilà, il y avait vraiment cette notion de purifier le cœur, purifier la conscience, purifier aussi le corps, de purifier de tout ce qui me retenait, tout ce qui m'enchaînait, tout ce qui me plombait, tout ce qui ternissait mes expériences de vie et reconnaître à l'intérieur de moi que si j'avais un élan vers quelque chose, que si je croyais que c'était possible, eh bien en fait c'était vraiment possible, mais que peut-être qu'il fallait que je m'y prenne différemment. Dans ce cheminement aussi vers l'amour de soi, il y a cette notion, j'en parlais tout à l'heure, de se sécuriser. Donc moi, retrouver, cette énergie masculine et mon guerrier intérieur, donc le visualiser, le sentir, l'appeler quand j'en ai besoin, mais aussi, dans les moments difficiles, commencer à se créer un petit peu ce kit, d'urgence émotionnelle et se dire: «Bah, quand je vis ça, de quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire?» Qu'est-ce qui m'aide vraiment? Et donc personne ne peut le savoir pour nous, il y a que nous qui pouvons le savoir, pour nous-mêmes dans cette expérience-là et aller s'offrir ça quand c'est pas possible d'aller le puiser à l'extérieur. Et bien, comment je fais pour moi-même? Est-ce que j'ai besoin de bouger, de chanter, de méditer, de lire quelque chose, d'écouter de la musique, d'entrer en lien avec quelqu'un en qui j'ai confiance? Voilà, et vraiment aller trouver nos ressources en fait, en cas de besoin et d'urgence. Et il y avait vraiment cette notion aussi de pas dépendre par contre, de certaines ressources. Cette citation que j'adore qui dit: «Un oiseau posé sur un arbre n'a jamais peur que la branche casse, car sa confiance n'est pas dans la branche mais dans ses propres ailes». Et quand j'ai cheminé, vers l'amour, que je chemine encore, il y a vraiment cette notion de compter sur ses propres ailes, qu'elles sont peut-être physiques, visibles, invisibles, peu importe, mais trouvons nos propres ailes parce qu'on peut pas constamment se reposer sur une branche et moi, c'est là où j'ai compris et que ça a tout changé. J'ai mes propres ailes et je peux me reposer sur une branche, mais pas à compter à 100 sur elle pour me rendre heureuse et soigner toutes mes blessures et m'aider à accéder, réaliser tous mes rêves. Et donc en ouvrant toutes ces portes, hein, de manière sage et honnête et authentique à l'intérieur, j'ai commencé à me reposer cette question. OK, d'accord, si tu as envie d'être en couple, à quoi ça ressemblerait? Avec quel être tu aimerais partager ta vie? Comment tu te sentirais? Sur quels aspects tu as envie de te sentir renforcé ou rencontré? Quels sont tes besoins profonds? Quelles qualités complémentaires pour avoir, ton partenaire idéal? Donc j'ai commencé à repasser un petit peu dans le concret.
Et là, j'ai fait une liste d'un compagnon idéal et j'ai mis plein de détails. Par exemple, sagittaire, parce que j'aime bien, je voyage beaucoup, j'ai besoin d'un aventurier et puis, je connais plein de sagittaires et c'est un signe hyper cool. Constructeur, bâtisseur de maison parce que moi, Léa, la matière, c'est pas nécessairement mon fort donc quelqu'un peut peut-être m'aider à mieux comprendre cet aspect-là de la vie et du monde. Voilà, j'aime me faire masser donc s'il est masseur, c'est encore mieux. J'adore explorer en bateau, en moto, en avion, donc si c'est quelqu'un qui peut avoir, tous ces permis-là, ce serait chouette. Une vie dans la nature, quelqu'un qui soit mature émotionnellement, spirituel, des langages de l'amour compatibles. Bref, je me suis vraiment mise, dans cet espace où je clarifiais un petit peu, ma vision et je me demandais surtout comment j'allais me sentir dans cette relation. Donc me sentir en paix, en sécurité, en harmonie, mais aussi c'est OK d'être challengée, à quel point, je vais rattacher l'amour à la prison, à l'enfermement ou bien comment est-ce que je vais pouvoir explorer l'amour comme la liberté, donc ça va demander quelqu'un de loyal, en qui je peux avoir confiance. Enfin voilà, j'ai commencé à vraiment accéder à ce qui serait bon et juste pour moi et à recréer des nouveaux repères et un nouveau schéma peut-être, de vie en ayant passé beaucoup de temps seule à me compléter, personnellement et dans cette solitude et dans ce célibat. Et ce qui a joué aussi, dans cette nouvelle quête, c'était de rencontrer en moi, le mérite. En fait, je mérite, j'ai le droit. Chose qui n'était pas là avant. En sous-marin, il y avait ce: «De toute façon, tu ne mérites pas». Mais en fait, quand on trouve vraiment notre valeur à l'intérieur, on se rend compte que oui, on mérite l'amour, en fait et que c'est possible pour nous, pas que pour les autres. Donc il y avait vraiment cette réhabilitation et cette notion de: «J'y ai le droit, c'est aussi pour moi et je vais aller construire ça pour moi». En 2023, du coup, je passe à l'aspect bénédiction d'amour parce que finalement l'amour cultivé à l'intérieur s'est exprimé à l'extérieur. Et en 2023, je voyage en Inde pour la première fois, donc pour aller à la rencontre de mes racines, de mes origines, auxquelles je n'ai pas eu accès parce que elles étaient liées à mon père et vu que je n'ai pas eu accès à lui, j'ai aussi été coupée de mes racines. Donc ça s'exprime aussi, dans beaucoup de peut-être des douleurs, hein, physiques, hein, au niveau, du chakra racine, du bas du corps et cetera. Et donc je pars en Inde, pour me reconnecter à moi de manière plus grande et je me rends compte que c'est vraiment ce qu'il a fallu faire pour moi parce que après avoir cheminé intérieurement et dans des accompagnements, dans des suivis, dans des soins, dans des méthodes, de guérison, et de réparation, en fait, j'avais juste à retourner aussi et marcher sur mes terres d'origine. Et là, je me retrouve, sans le savoir, sans le préméditer, au Pendjab, qui est la région de mes ancêtres, la région de mon père, partagée entre l'Inde et le Pakistan. Et là, j'arrive à peine au Pendjab que je me retrouve à un kirtan et on se met à chanter des mantras. Et il y a un mantra en particulier qui m'a un peu chamboulée et c'est un mantra, sur lequel le guide un peu nous invite à connecter aux ancêtres et à notre famille et là, je sens le besoin de me prosterner vraiment, face à la terre et je ressens en moi quelque chose de très fort, je le ressens dans mes tripes. Je ressens que je pardonne inconditionnellement à mon père, je pardonne toute mon histoire, que je ne suis que amour face à ce qui s'est passé et qu'il y a plus de rancœur, il y a plus de quête, c'est comme si boum, je récupérais cette part de moi. Et là, je ressens une complétude, une protection, une sécurisation et c'est comme si mon masculin à l'intérieur venait vraiment, vraiment reprendre sa place et s'activer au point où, peut-être 2 3 jours plus tard, je suis escortée, par un policier et un chauffeur, hyper fiable, hyper sécurisant à la frontière du Pakistan pour aller, voilà, me rapprocher au plus près de mes origines. Et là, en étant en Inde, dans un pays où moi je me suis pas nécessairement sentie complètement en sécurité, je me sens en sécurité accompagnée par des hommes bons et gentils et je réalise, que là, il y a vraiment une réparation, qui est faite. Et à ce moment-là, ça devait être, la fin du voyage, qui s'achevait en Inde et intérieurement, je suis très intuitive et je sens qu'en fait, je peux pas quitter l'Inde maintenant, c'est pas le moment. Et là, on m'invite à aller, au nord, dans les Himalayas, près du temple, du Dalaï Lama et du coup, je ne prends pas mon avion pour aller en Thaïlande, qui était ma seconde destination et donc là, je me retrouve dans les Himalayas à Dharamkot, Baksu, Dharamshala
Et donc avec, cette complétude renforcée, solidifiée, vraiment ancrée dans le corps, dans le cœur, je médite, tous les matins pendant 1 heure et je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. Je continue à guider, à enseigner, à transmettre, le mentorat, toutes les transmissions et cetera et je me sens vraiment bien avec moi-même et là je me dis: «Mais en fait, j'ai besoin de personne», mais pas dans ce sens où je suis complètement, indépendante. Moi, je prône pas l'indépendance nécessairement, mais plus l'autonomie et je me dis qu'en fait, seule, je peux continuer à vivre comme j'en ai envie et que je me suffis à moi-même et que je suis vraiment dans santosha, ce mot que j'ai appris en Inde et que je me suis tatoué d'ailleurs, lors de ma formation de yoga. Mon prof s'appelait Santosha et ça veut dire contentement. Et je ressens vraiment à l'intérieur cette notion de contentement, de stabilité, de paix et je vibre, je sens que ça vibre très, très fort. Et là, du coup, dans ce magnétisme, vibratoire, je me retrouve à un dîner auquel je n'avais pas prévu d'aller. Voilà, toute ce serendipity, trouver quelque chose de formidable dans ce qu'on n'avait pas prévu. Comme quoi, c'est bien de faire des plans sur la comète, mais aussi se laisser porter par nos intuitions de l'instant et les surprises de la vie et ce qu'elle a, en plan pour nous, c'est encore mieux. D'ailleurs, les plus beaux moments de notre vie, je crois que si on y pense, ils n'ont pas été prévus, ils n'ont pas été planifiés, ils n'ont pas été contrôlés et là, évidemment, il y a cette rencontre, de cet homme qui, lui, sort d'une retraite en silence dans un temple bouddhiste, et avec qui, énergétiquement, il y a quelque chose qui match, immédiatement. On apprend à se connaître et devinez quoi? Il est sagittaire, anciennement constructeur-bâtisseur de maisons, il est formé au massage, il sait naviguer en bateau, en moto, il vit dans la nature et il semble être mature émotionnellement, très spirituel, nos langages de l'amour sont compatibles et j'avance un petit peu, on va fêter nos 2 ans de relation à la fin de cette année. Alors je vais pas rentrer dans les détails de cette relation, ce que je peux dire c'est que ça n'a pas été fluide et facile parce que je pouvais travailler sur moi jusqu'à un certain niveau toute seule, mais c'est le couple qui permet finalement de faire remonter les choses qui sont pas encore traitées ou résolues et qui permet aussi de les adresser, si on est en sécurité auprès d'une personne qui a aussi envie d'évoluer avec nous. Donc je vois le couple aujourd'hui comme un voyage, initiatique et un espace aussi, de réparation pour moi, mais parce qu'à l'intérieur j'ai créé cet espace, parce qu'à l'intérieur j'ai amorcé le travail. Je me sens aussi, équipée et solide dans mes pratiques, dans ce que je mets en place pour moi, dans mon rythme pour aller, dégommer un petit peu, les petits, désagréments et à quel point parfois, je pouvais me mentir, sur ce qui se passait et être prise par des émotions et là aujourd'hui ça arrive beaucoup moins. En fait, je me sens vraiment maintenant équipée et outillée pour naviguer cette relation, mais je sais aussi que si demain ça devait s'arrêter, ça me ferait beaucoup de mal, je serais très triste, mais ce ne sera pas la fin du monde. Tandis qu'avant, c'était vraiment, la fin du monde. Donc aujourd'hui, j'ai cette sensation de vivre une histoire stable, saine, solide, qui me porte, qui est expansive, qui est sécurisante, stimulante, qui vraiment est formatrice, dans la vie et que j'ai vraiment, passé un cap en fait au niveau relationnel, au niveau personnel, au niveau spirituel et tout ce cheminement, finalement, est très, très, très bénéfique. Je me rends compte aussi que j'ai pas besoin d'en faire trop, des caisses pour plaire ou pour être acceptée ou voilà, pour être, «gardée» entre guillemets, parce qu'avant il y avait ça. Est-ce qu'on veut de moi? Est-ce qu'on veut rester avec moi? En fait, dès que je suis dans ma puissance, connectée à moi, bien centrée, bien ancrée et bien ce magnétisme qui fait que notre partenaire, sans avoir besoin de trop en faire, il a envie de rester naturellement. Et je vois vraiment, cette relation comme, 2 navires, qui voguent côte à côte. Je peux aller visiter, mon partenaire sur son navire et inversement. Par contre, je garde mon propre navire. Je garde, ma structure, je garde mon véhicule, je garde un pied connecté ou relié à mon intérieur, à mon cœur, à mon paradis portable, à mon vaisseau, en fait, personnel. Et de cet espace, en fait, on se nourrit soi-même et on a à donner à l'autre, mais pas donner pour recevoir en retour, pas donner pour garder, pas donner par intérêt. C'est vraiment un don qui est complètement, désintéressé. J'ai aussi réalisé qu'on n'a pas besoin d'être 100 passé à autre chose par rapport à nos blessures. Justement, le couple vient nous aider à peaufiner ce travail. J'ai fait un long chemin toute seule et j'avais une limite et le fait d'être à 2, ça me permet d'aller beaucoup plus loin, dans la purification, l'assainissement de mon cœur et du passé et en fait, il y avait pas besoin d'avoir tout réglé, tout compris, tout nettoyé. En fait, pas du tout. C'est une odyssée donc c'est un chemin, un voyage qui ne cesse pas et qu'on entreprend, mais par contre, on l'entreprend différemment.
Et ce qui est beau, c'est qu'au fur et à mesure, de la relation, de la navigation à 2, eh bien, on apprend plein de choses, on découvre plein de choses sur soi, sur l'autre, on s'enrichit aussi parce que l'autre vient nous apporter, sa vision du monde, hein, la vision de son cœur et ça permet de voir les choses sous un angle différent. Il y a notamment un outil, qui me parle beaucoup, dans mon couple, c'est la communication non violente. Donc, quand il y a, peut-être des conflits à résoudre, eh bien, on applique, la méthode de la communication non violente, voilà. Et par contre, on a tous les 2 envie d'évoluer aussi. On y met tous les 2 du nôtre, de l'effort parce qu'on a envie que ça marche. Donc ça, c'était très important et c'est ce que j'avais pas voire jamais rencontré auparavant dans mes relations. Donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, mon partenaire ne me complète pas. On en parlait, dès notre rencontre, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le bonus, c'est la suite logique, c'est la matérialisation, enfin, c'est la traduction dans la matière de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça nous demande du travail au quotidien, mais au même titre qu'on travaille sur nous au quotidien, hein, que rien n'est acquis, rien n'est parfait, que tout est en mouvement, tout est éphémère, que ça demande, cette présence et je crois que cette qualité de présence, que j'ai pu acquérir, au fil des années de ce cheminement vers l'amour et bien, c'est une la plus grande victoire, en fait, au-delà aujourd'hui, d'être aimé et d'aimer et je vais finir, et clôturer cet épisode avec un autre poème qui est cette fois de Charlie Chaplin, qui m'a aussi beaucoup accompagnée dans cette quête, d'amour de soi et d'amour avec un grand A, plus grand. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris qu'en toutes circonstances, j'étais à la bonne place, au bon moment. Et alors j'ai pu me relaxer. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle estime de soi. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n'étaient rien d'autre qu'un signal lorsque je vais à l'encontre de mes convictions. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle authenticité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de vouloir une vie différente. Et j'ai commencé à voir que tout ce qui m'arrive contribue à ma croissance personnelle. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle maturité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à percevoir l'abus dans le fait de forcer une situation ou une personne, dans le seul but d'obtenir ce que je veux, sachant très bien que ni la personne ni moi-même ne sommes prêts, et que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle respect. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à me libérer de tout ce qui ne m'était pas salutaire. Personne, situation, tout ce qui baissait mon énergie. Au début, ma raison appelait ça de l'égoïsme. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle amour-propre. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé d'avoir peur du temps libre et j'ai arrêté de faire de grands plans. Aujourd'hui, je fais ce qui est correct, ce que j'aime, et quand ça me plaît, et à mon rythme. Aujourd'hui, j'appelle ça simplicité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de chercher à toujours avoir raison. Et je me suis rendu compte de toutes les fois où je me suis trompée. Aujourd'hui, j'ai découvert l'humilité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l'avenir. Aujourd'hui, je vis au présent, là où toute la vie se passe. Aujourd'hui, je vis une seule journée à la fois. Et ça s'appelle plénitude. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir. Mais si je la mets au service de mon cœur, elle devient un allié très précieux. Tout ceci est le savoir-vivre. Nous ne devons pas avoir peur de nous confronter, car du chaos naissent les étoiles. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle la vie.